Avez-vous déjà regardé quelque chose si longtemps qu'il commence à vous regarder en retour? Je ne parle pas de métaphore, je parle de façon littérale. Comme les ombres derrière les côtes d'une radiographie pulmonaire semblent se déplacer, subtilement, délibérément, lorsque vous êtes seul dans la salle de lecture. Comme un sourire, se dessinant sous la peau, comme si quelque chose à l'intérieur du film était vivant et observé. J'avais l'habitude de rire de ce genre d'histoire. Hallucination, manque de sommeil, ou, plus souvent, de simples légendes urbaines circulant dans les vieux hôpitaux. Mais celle-ci, cette affaire a brisé quelque chose en moi. J'ai passé 22 ans comme radiologue. J'étais la définition même du détachement clinique. Noir et blanc, ombre et contraste. Aucune émotion. Juste l'image, le diagnostic, le rap. Mais cette semaine-là, ces images me réveillent encore à 3h17 du matin, chaque nuit. L'heure exacte à laquelle je l'ai vue, pour la première fois. Je m'appelle Dr. Malcolm Hayes. Je travaillais au bureau du médecin légiste du comté de Cook, à Chicago. Pas une clinique isolée, mais l'une des morgues les plus fréquentées du Midwest. On n'y reste pas longtemps si on se laisse facilement effrayer. On devient une machine. Efficace. Froid. Concentré. C'est ce que j'étais, jusqu'à l'affaire Jane, jusqu'au jour où ils ont amené un corps déjà autopsié une fois, mal classé 2 fois, sans identité, sans histoire, juste une simple demande. Faites un bilan radiologique complet, à des fins d'archivage. Routière. Insignifiante. Du moins, c'est ce que je pense. Je me souviens du moment où j'ai vu les images pour la première fois. Scanner, IRM, radiographie du corps entier. Elles étaient nettes, trop nettes. Aucun signe de traumatisme, de maladie, de décomposition. Et pourtant, il y avait quelque chose d'anormal. Pas dans les tissus, mais entre eux. Comme de faibles contours dans l'obscurité de l'espace négatif. Des motifs qui n'avaient rien à voir. Ni des artefacts, ni des bugs. Forme, c'est à ce moment-là que la température a chuté. Je ne parle pas métaphoriquement. La pièce, plombée et scellée, est tombée à 15 degrés. Mon souffle a embué l'écran. Mais le thermostat affichait une température parfaite de 22 degrés. J'ai essayé d'en rire, mais c'était avant les parasites, avant les coups, avant que les radiographies ne commencent à montrer des choses qui n'existaient pas, du moins, pas avant. Avant qu'elles ne parlent à travers les images. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était censé être juste une affaire comme une autre, de celles qui finissent enfouies dans les archives, jamais revues. Mais il y avait quelque chose d'étrange dès le départ. La demande ne provenait pas de notre système d'admission habituel. Elle avait été remise en main propre. Un homme en costume gris, sans badge, juste un dossier scellé et une courte phrase, pour vérification interne uniquement, sous la supervision du Dr. Hayes. Personne ne savait qui l'avait autorisé. Mon supervision du Dr. Hayes. Personne ne savait qui l'avait autorisé. Mon superviseur a simplement haussé les épaules. Probablement un truc fédéral. Je l'enregistre, et j'oublie. Alors j'ai commencé. Les scanners étaient impeccables, trop impeccables. Chaque vertèbre, chaque dent, chaque organe était intact. Préservé avec une précision incroyable. Mais ce n'était pas la préservation qui me dérangeait, c'était la symétrie. Le corps humain n'est pas parfait, mais celui-ci était étrangement proche. La perfection atomique, aucune anomalie, aucune cicatrice. Pas même une tache de naissance. J'ai longuement regardé la radiographie pelvienne. Il y avait une forme sombre près du sacre. Au début, j'ai cru à un artefact, peut-être un implant métallique. Mais ce n'était pas assez dense pour du métal. Elle pulsait faiblement. Je sais que ça sonne mal, mais je jure qu'elle pulsait, comme un battement de cœur. Quand j'ai cligné des yeux, il avait disparu. J'ai refait le scanner, toujours disparu. J'ai imprimé les images, plus par obsession que par protocole. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur chaque impression, sur chaque pellicule, la forme était là. Mais pas sur les versions numériques, seulement sur pellicule. J'ai emporté la pile à mon bureau, avec l'intention de déposer plainte. C'est alors que l'interphone a sonné. La sécurité. Quelqu'un en bas me demandait. Un visiteur. C'est impossible, me suis-je dit. Je n'attendais personne. Quand j'ai atteint le hall, le bureau était vide. Pas de garde. Juste une femme debout près de la sortie. Elle portait un long manteau anthracite. Ses cheveux étaient mouillés, bien qu'il n'ait pas plu. Et elle n'a pas cligné des yeux. Elle m'a regardé puis a murmuré. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce que j'ai vu? Elle a souri faiblement. Tu le sauras bien assez tôt. N'oublie pas, certaines images se développent lentement. Puis elle s'est retournée, et est sortie dans l'air. Le garde est réapparu quelques instants plus tard, me demandant pourquoi j'avais quitté le bureau. On ne vous a pas appelé, a-t-il dit. Mais le journal des appels indiquait un appel du poste de sécurité. J'ai regardé les images. Il n'y avait personne à la porte. Même pas moi. Après cette nuit-là, le bureau n'était plus le même. Je suis resté tard, vérifiant chaque image des scanners de Jane Doe. Je me suis dit que j'étais minutieux, professionnel,
Mais au fond, je cherchais la confirmation que je n'avais pas imaginé ce que je voyais. Je n'ai parlé à personne de la femme au manteau, ni des empreintes, ni de la voix. Que pouvais-je dire? À minuit, le bâtiment était presque vide. Juste une équipe réduite de la police scientifique et moi, recroquevillés dans l'aile de radiologie. Le silence était plus pesant que d'habitude, comme si les murs retenaient leur souffle. Puis vers 0017, je l'ai entendu. On frappait, pas à la porte, ni au mur. Ça venait des vieilles archives de films plombés, celles que nous n'avions pas utilisées depuis des années, depuis le passage au numérique. Trop coulant et délibéré, je me suis figé. Personne ne devait être là, personne n'y avait même accès. J'ai pris ma lampe de poche et mon badge et je suis allé vérifier. La porte était entr'ouverte, à peine. À l'intérieur, l'air était glacial. Mon souffle s'est embué devant moi. J'ai balayé les étagères avec la lumière, des rangées et des rangées de vieilles valises, retirées depuis longtemps. Puis je l'ai vu, sur la table centrale, une pile de radiographie qui n'était pas là auparavant. Pas classée, juste placée, comme si quelqu'un voulait que je les trouve. Et tout en haut, se trouvait Jane Doe. Exactement la même pellicule que j'avais tirée plus tôt dans la journée. Mais maintenant, l'ombre près du sacrum n'était pas faible. Elle avait grandi, s'était étendue. Elle avait des dents, les contours nets et animaliers d'un sourire, se courbant juste sous la colonne vertébrale. Je reculai. C'est alors que je remarquai les autres. 9 autres radiographies, chacune portant un nom différent, chacune arborant ce même sourire surnaturel caché dans l'os, la chair ou l'ombre. Et sous chacune d'elles, écrit à l'encre rouge délavée, se trouvait un numéro, 317, chacune. Et puis, on frappa à nouveau. Mais cette fois, ça venait de derrière les étagères, de l'ombre. J'ai fait pivoter la lampe torche. Rien. Mais alors que je me retournais pour partir, la porte claqua, dure. Les lumières vacillèrent. Et dans l'obscurité, j'entendis une voix murmurer juste à côté de mon oreille. Pas encore. Je ne me souviens plus comment je suis sorti de cette salle d'archives. Un instant, j'étais coincé. L'instant d'après, dans le couloir, des sueurs froides me coulaient dans le dos, les paumes brûlantes à l'endroit où j'avais dû pousser la lourde porte. Mais personne n'a rien entendu. Ni le personnel de nuit, ni la sécurité. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas pu. Au lieu de cela, j'ai disposé les films sur le sol de mon appartement, un par un. Jane Doe au centre, les autres autour d'elle, telle une galerie grotesque de décomposition. Chaque radiographie révélait une anomalie similaire, quelque chose qui ne devrait pas être là, quelque chose qui grandissait à chaque réimpression de l'image. Et c'est là que j'ai réalisé. J'avais déjà vu ce schéma, pas à la faculté de médecine, ni dans aucune revue, dans mes rêves. Depuis 6 mois, je me réveillais à 3h17 du matin, avec la même image gravée derrière mes paupières, un couloir sombre, des tables en métal, des rangées d'images lumineuses flottant dans les airs, et une silhouette, toujours la même, debout au bout du couloir, la tête penchée, le visage obscurci par l'électricité statique. Je n'ai jamais compris. Je pensais que c'était du stress, mais le sourire sur les scans, son sourire, c'était le même. Le lendemain, j'ai rapporté les films au bureau. J'avais besoin de réponses, et je n'allais pas les trouver seul. C'est là que j'ai rencontré Marlène. C'était l'une de nos techniciennes les plus anciennes, semi-retraitée, mais qui venait encore pour des cas particuliers. Je l'ai surprise dans le salon, et lui ai demandé si elle avait déjà entendu parler d'anomalies apparaissant uniquement sur les films, et non sur les scans numériques. Son expression s'est figée, son tête tremblait légèrement dans sa main. « Où l'avez-vous vu » a-t-elle demandé doucement. Je le lui ai dit. Elle a pris une longue inspiration. On appelait ça l'empreinte chuchotée. Tu n'es pas la première. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est penchée. Tous les 2 ou 3 ans, quelqu'un fait un scan et le voit. Ça commence toujours par une image. Ça grandit toujours. Et ça finit toujours pareil. Comment? Ils disparaissent. Parfois ils démissionnent. Parfois ils disparaissent. Un type est parti en plein milieu de son service et n'est jamais revenu. Son badge est toujours dans son casier. Qui scannait-il? Marlène a baissé les yeux. Jane Doe 4321. J'ai hoché la tête. Je croyais qu'on avait verrouillé ce dossier. Il y a des années. Qui l'a rouvert? Je ne sais pas. Elle m'a regardé dans les yeux. Alors tu as des ennuis. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, les lumières de la salle de pause ont clignoté. Marlène se leva brusquement, comme si elle sentait quelque chose, comme si une brise la traversait. Elle s'est réveillée, murmura-t-elle. Puis elle partit. Plus tard dans la soirée, je trouvais son badge sur mon bureau. Et en dessous, une note écrite d'une écriture tremblante. Ne la regardez pas en face. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû déchiqueter les films, supprimer les dossiers, et prendre un congé. Mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de comprendre. Ce soir-là, je restais encore tard. Plus besoin de rationaliser. Plus besoin de prétendre que ce n'était qu'une anomalie. J'ai récupéré tous les documents disponibles sur Jane Doe. Pas de note d'autopsie. Pas même l'heure du décès. Une seule demande de scan. Manuscrite. Sans signature. C'est impossible. Tout corps qui passe par le comté de Cook a des documents. Une chaîne de possession. Des registres de témoins. C'était comme si quelqu'un l'avait introduite dans le système de toutes pièces. Je suis allé dans la chambre froide pour confirmer qu'elle était bien réelle. Tiroir 7B. Je l'ai ouvert lentement, m'attendant déjà à ce qu'il soit vide. Mais elle était là, allongée parfaitement immobile, pâle, les cheveux déployés comme un voile, les yeux clos, mais pas en paix. Sa peau était intacte, trop parfaite, surnaturellement parfaite. Et il y avait autre chose. Son visage était recouvert d'une gage chirurgicale, soigneusement enveloppée, comme si personne ne voulait que cela se voie. L'étiquette sur son orteil était vierge, même pas Jane Doe, juste rien.
Ma main planait au-dessus de la case. Je me suis souvenu du message. Ne regardez pas son visage. Mais il fallait que je sache. Je l'ai déballé. Sa peau était lisse. Trop lisse. Pas de pores. Pas d'imperfection. Presque comme de la porcelaine. Ses yeux restaient fermés. Mais ses lèvres, elles souriaient. Le même sourire que sur la radio. Le même arc. La même forme. Seulement maintenant, je comprenais que ce n'était pas juste un sourire. C'était une expression. Amusée. Compréhensive. Affamée. Soudain, un léger vrombissement se fit entendre derrière moi. Les ventilateurs du congélateur. Mais la température commença à baisser rapidement. 62, 60, 48. Puis je l'entendis à nouveau. On frappa, pas sur les portes du congélateur. De l'intérieur des murs, je me retournai. Personne. Mais dans le reflet de la porte chromée du congélateur, je vis ses yeux, ouverts, me regardant. Je me retournai, elle était toujours allongée là, les yeux fermés. Même position, mais la gaze était de retour, soigneusement enroulée, serrée, comme si je ne l'avais jamais touchée. Je trébuchai en arrière, manquant de laisser tomber mon bloc-notes. Puis les lumières clignotèrent une fois, deux fois, et l'interphone grésilla, que du grésillement. Puis, une voix, faible, un murmure de femme. De Corrèze, votre service n'est pas terminé. Je courus, je ne me souviens plus comment je suis rentré, mais quand j'ai fouillé dans mon sac ce soir-là, l'étiquette de son orteil était à l'intérieur, toujours vierge. Le lendemain matin, j'ai juré de ne plus y retourner. J'ai fait du café, fixé ma porte d'entrée et me suis convaincu que c'était fini. Je pouvais me déclarer malade, accuser le burn-out, démissionner discrètement, qui m'en voudrait. Mais quand j'ai vérifié mon téléphone, j'avais un message, d'une ligne interne qui n'existait plus. Juste une voix, faible, étouffée par les parasites. Vous avez laissé quelque chose d'ouvert. Et puis le silence. Je ne me souviens même pas d'être entré en voiture. Juste que la rue devant le bureau du médecin légiste avait l'air différente, plus sombre, même amide, comme si la lumière avait peur de toucher le bâtiment. Quand je suis entré, la réception était vide. Pas de réception, pas de technicien. J'ai appelé, mais seul mon écho a répondu. L'endroit n'était pas fermé à clé. Pas d'alarme. Juste J'avais l'impression d'être dans un piège. J'aurais dû faire demi-tour immédiatement. Mais au lieu de cela, je suis allé à mon bureau. Il fallait que je revoie les clichés. Il fallait que je sache s'ils étaient toujours là. Les films avaient disparu. Tous. Jane Doe. Les autres. Tous les clichés que j'avais étalés sur mon sol la veille au soir avaient disparu. Même les copies que j'avais cachées dans le tiroir de mon bureau avaient été retirées, remplacées par des feuilles de radiographie vierges. Comme si rien n'avait jamais été imprimé, sauf un scotché à l'intérieur de la porte de mon bureau. Le cliché thoracique de Jane Doe. Mais ce n'était plus pareil. Le sourire s'était élargi. Ce n'était plus une courbe subtile. Il s'étendait désormais largement, se déformant en quelque chose de grotesque. Les côtes de chaque côté s'étaient assombries, et entre elles, le vide avait pris forme, presque comme des mains. Deux mains, de fins contours aux longs doigts se dessinaient à l'intérieur de sa cage thoracique. Et au centre, juste au-dessus du sternum, un deuxième visage, flou, faible, mais indéniablement présent. J'ai déchiré le film et l'ai tenu devant la lumière. Il a bougé, le sourire a tremblé, à peine, mais suffisamment pour me faire lâcher prise. C'est alors que le haut-parleur au plafond a grésillé. Pas de bruit cette fois, un enregistrement, une voix que je reconnaissais, ma voix, artefact d'ombre compatible avec la densité sous-cutanée, mais non biologique. Recommander une imagerie secondaire, salle 4B. Je n'avais jamais enregistré ça. La salle 4B était l'une des plus anciennes salles d'imagerie. Nous l'avions fermée après une épidémie de moisissure 2 ans plus tôt. Nous l'avions scellée. Et pourtant, la lumière au-dessus clignotait en vert, en service. Je me suis approché du couloir, chaque pas plus lourd que le précédent. L'air changeait, plus froid. Une odeur d'ade, mêlée à quelque chose de plus ancien, cuivré, comme du sang laissé trop longtemps sur du métal. La porte de la chambre 4B était entr'ouverte. À l'intérieur, l'écran clignotait, une IRM était en cours. Mais il n'y avait aucun patient dans le tunnel. Seulement le son d'un seul, une respiration allaitante, de faibles gémissements, un moniteur cardiaque qui tournait trop lentement. J'ai regardé la tireuse de film dans le coin. Elle produisait de nouvelles images, image par image, pas des scans, des photos, de moi, dans mon bureau, en train de dormir, en train de conduire, les yeux rivés sur le congélateur. Et puis, une de moi debout juste là, en 4B, prise il y a quelques secondes. Je me suis retourné, personne, mais une autre image a glissé de la tireuse, mon dos, à cet instant précis. Et derrière moi, elle, pas sur la pellicule, pas une ombre, là, à quelques centimètres de moi, souriant. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pu. Mon corps s'est figé dès que je l'ai vu derrière moi, reflété dans cette photo impossible. Son visage à quelques centimètres du mien, sa peau pâle et impeccable, comme de la cire étirée, ses yeux sombres et écarquillés, emplis de reconnaissance. Pas de faim, pas de faim, pas de rage, de reconnaissance, comme si elle me connaissait, comme si elle m'avait attendu. Je suis sorti de la chambre 4B à reculons, manquant de glisser sur le carrelage glissant. L'air était lourd maintenant, humide, mais toujours glacial, et à chaque pas, je l'entendais à nouveau, secoulant et délibéré, pas de la chambre, pas même des murs, cela venait de l'intérieur de moi, comme un second battement de cœur. Je me suis réfugié au seul endroit qui, selon moi, pouvait contenir des réponses, la chambre forte des films. C'était la partie la plus ancienne du bâtiment, au sous-sol, derrière un couloir de service rouillé, que plus personne n'utilisait.
C'est là que toutes les archives du passé étaient conservées. Des films physiques, datant de plusieurs décennies. Des documents numérisés depuis longtemps, mais jamais détruits. J'avais une clé. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis souvenu à ce moment-là, mais c'était le cas. Mes mains tremblaient tandis que je l'introduisais dans la serrure. La tournée entrait. Poussière, froid, un silence, si épais qu'il résonnait à mes oreilles. Des rangées de tiroirs coulissants, étiquetés par année. Numéro de patient, type dossier. L'odeur d'acétate vieilli et de moisi. J'avais l'impression d'entrer dans un mausolée pour des vérités oubliées. C'est alors que j'ai vu la lumière. Une lueur jaune terne s'échappait de sous une porte marquée « Interdit, entrée interdite », avec de la peinture rouge, écaillée. Plus personne n'utilisait cette pièce. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai poussé la porte lentement. À l'intérieur était assis un homme vêtu d'une longue blouse de laboratoire, penché sur une table lumineuse. Il n'a pas levé les yeux. Il tenait simplement une pellicule contre la vitre, murmurant pour lui-même. Le contraste est mauvais, les marges sont irrégulières. Elle a presque fini. Excusez-moi, et je dis d'une voix rauque. Il n'a pas bronché. Il a juste continué à marmonner. Vous ne devriez pas être ici, a-t-il finalement dit d'une voix sèche et rauque. Il n'aime pas qu'on regarde de trop près. Je me suis approché. Qui êtes-vous? J'étais comme vous. Je croyais pouvoir tout expliquer. Lire les images, trouver les motifs, écrire. Il se retourna enfin. Ses yeux étaient enfoncés, injectés de sang, sa peau pâle. Son badge d'identification était fissuré et maculé, mais je distinguais son nom. Dr. C. Alvorson. Je connaissais ce nom. Il avait disparu 6 ans plus tôt. Il avait quitté son service en milieu de journée, et on ne l'avait plus jamais revu. Ils ont dit que vous aviez disparu. Si, dit-il en tapotant le film. Mais elle ne m'a pas laissé partir. Il me le tendit. C'était une autre radiographie de Jane Doe. Mais maintenant il y avait 3 visages, sur le scanner. L'un était le sien, l'autre était le mien. Et le troisième, c'était lui. Il hurlait. J'ai essayé de l'empêcher, dit-il. Brûler les films, effacer les enregistrements. Mais ils reviennent toujours. Elle n'est pas sur le scanner, Ace. Le scanner est en elle. Je te l'ai fixé du regard. Tu l'as vu? Il hoqua lentement la tête. Elle choisit qui voit. Dès que tu regardes, elle te suit. Elle te documente. Chaque respiration, chaque péché, chaque sursaut dans le noir. Il se pencha vers lui. Tu es dans ses archives. Maintenant, que veut-elle? Il sourit, un sourire triste et brisé. Qu'on se souvienne d'elle. C'est pour ça qu'elle a choisi la radiologie. Elle a besoin d'être vue. Elle a besoin d'exister en noir et blanc. Un souvenir qui ne peut être effacé. Mais une fois qu'elle est en toi, il désigna ma poitrine. Tu commences à changer. Que m'arrive-t-il? Tu vas disparaître, dit-il simplement. Comme moi, comme les autres, comme les autres. Que des traces, dans les films, des visages dans l'ombre. Je reculais, le cœur battant. Je dois arrêter ça. Et il secoua la tête. Tu fais déjà partie d'elle. Alors que je me retournais pour partir, il m'a lancé une dernière chose. Regarde ton prochain scanner, Ace. Quoi? Et quand je me suis retourné, il était parti. Je ne suis pas rentré chez moi. Où pouvais-je aller, sachant qu'elle pouvait me suivre? Qu'elle me suivait? Je suis resté dans le bâtiment, des heures après que les lumières auraient dû s'éteindre, et les portes verrouillées. Les couloirs étaient plongés dans ce silence nocturne, comme on n'en trouve que dans les hôpitaux et les morgues. Une paix artificielle enveloppée de quelque chose de plus sombre. Je n'arrivais pas à m'ôter les mots d'Alvorson de la tête. Regarde ton prochain scanner. Le problème c'est que je l'avais déjà fait. J'avais passé toute ma carrière à examiner des scanners. Os, tissu, lavage de contraste, tumeur, mais jamais moi-même. Et j'avais l'envie, non la compulsion, de le faire. Je me suis dirigé vers la salle d'image. Elle était vide, froide, trop silencieuse. J'ai activé le protocole d'autoscan et me suis allongé sur la table, le cœur battant la chamade. Commencer le scan, et je murmurais, l'appareil à rendre. Pendant ces minutes, tandis que la table me glissait dans le tunnel, et que les aimants vrombissaient autour de moi, j'ai repensé à tous les moments qui m'avaient conduit ici. Jane Doe, la voix, les images, le coup frappé. Que l'ai-je voir? Je n'aurais pas dû regarder. Une fois le scanner terminé, j'ai affiché l'image, sur l'écran, à première vue, normale. Puis j'ai ajusté le contraste. Elle était là, pas une ombre, pas un flou, net, terriblement détaillé, accroupi entre mes côtes, les bras enroulés autour de mon cœur comme un enfant accroché au dos de sa mère. Son visage, pressé contre ma cage thoracique, regardant vers l'extérieur, sourit. Plus je regardais, plus les détails apparaissaient, de minuscules impressions autour d'elle. Des visages, des plus petits, d'autres, qui m'avaient précédé, les archives. Mes mains tremblaient sur le clavier. Et puis, l'image a changé. Des lignes statiques parcouraient l'image. Des lettres apparaissaient et disparaissaient, dans le coin supérieur du cadre. Pas les informations du patient. Un message. J'ai entré accepté. J'étais la prochaine inconnue. Le nom n'était pas choisi au hasard. Inconnu 4321. Et maintenant moi, K4322. La séquence continuait. Chaque victime absorbée, archivée, chacune disparaissant du monde réel et réapparaissant sur les radiographies. Je me suis éloigné de l'écran. Le même bruit sourd de coups a recommencé. Mais cette fois, il provenait de l'intérieur du moniteur.
J'ai coupé l'alimentation, mais les coups ont continué, réguliers, délibérés. 4 battements. Pause. 4 battements. Comme un code, je me suis précipité vers les vestiaires. Mon casier était ouvert, même si je ne l'avais pas laissé ainsi. À l'intérieur se trouvait mon badge, mes vêtements, mon reflet dans la porte métallique. Sauf que ce reflet ne me reflétait pas. Il était retardé. Puis il a souri, et derrière mon épaule reflétée, j'ai vu son visage, incroyablement large, pâle, qui m'observait. Je me suis retourné, rien. L'interphone a vibré une dernière fois ce soir-là. Et cette fois, la voix était claire, féminine, calme. Tu fais partie de la collection maintenant, Malcolm. Puis le silence. Je ne suis pas rentré chez moi. Je ne sais même plus où est ma maison, parce que depuis cette nuit-là, j'ai remarqué autre chose. Chaque fois que je passe devant une surface vitrée, une fenêtre, un miroir, même le reflet dans un verre d'eau, elle est plus proche. J'ai essayé de le signaler. C'est la première chose que j'ai faite le lendemain matin. Je suis entré dans le bureau de l'administrateur. J'ai posé ma carte d'identité sur le bureau et je leur ai dit que j'avais besoin d'accéder aux journaux du serveur interne de la suite d'imagerie 4B et aux archives du sous-sol. Ils m'ont regardé comme si je parlais une autre langue. Il n'y a pas de 4B, dit calmement le superviseur en tapotant sur son clavier. L'imagerie ne va que jusqu'à 4A. Aucune trace de 4B dans nos schémas. Et le sous-sol de la chambre forte des films. Il haussa un sourcil. Dr. Hayes, nous n'avons pas utilisé de stockage physique de films depuis près de 10 ans. Cette pièce a été fermée en 2018. J'y étais hier soir, rétorquai-je sèchement. Il y a un homme là-bas, le Doc Alvorson. Il est vivant. Je lui ai parlé. Puis vinrent les regards attentifs, les mouvements lents. Ils m'offrirent un siège, m'ordonnèrent de respirer. Et c'est là que je vis un signe de tête, silencieux d'adresser, à quelqu'un juste devant la porte du bureau. La sécurité. Je me levai avant qu'il puisse entrer. Je ne suis pas fou, dis-je doucement. Vérifiez les journaux. Salle d'imagerie. Auto-analyse. Horodaté à 2h40. L'administratrice cligna des yeux, puis tapa rapidement quelque chose. Son expression changea à l'espace d'une seconde. Quelque chose vacilla derrière ses yeux. Elle tourna l'écran pour que je puisse voir. Aucun journal. Aucune entrée. Aucune activité système. Je partis sans un mot. Mais quelque chose me suivit. Pas une personne. Pas une ombre. Une impression. Que j'avais été effacé. De retour à mon appartement, tout semblait anormal. Les photos encadrées étaient retournées. Ma messagerie vocale avait été effacée. Même ma boîte mail affichait des messages supprimés que je savais ne pas avoir lus. Et quand je vérifiais le tiroir, où j'avais caché la seule radiographie restante, la première de Jane Doe, elle avait disparu. À sa place, un nouveau film, de moi, debout dans le couloir devant la salle des archives. L'Eurodata. Sous l'image, une étiquette manuscrite indiquait « Hayes, Monsieur Spécimen interne ». Ce n'était pas mon écriture. J'ai retourné le film, et j'ai vu pire. Une deuxième série de notes, griffonnées à l'encre rouge. Faites-le voir. Laissez-le apprendre. Laissez-le nous rejoindre. Mon téléphone a sonné. Numéro bloqué. J'ai répondu, les mains tremblantes. La voix à l'autre bout du fil était un murmure, proche et humide, comme si quelqu'un collait sa bouche contre mon oreille. Souhaitez-vous prendre rendez-vous pour votre examen de suivi, Dr. Hayes? J'ai raccroché, mais le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Toutes les 5 minutes, toute la nuit. Au matin, la sonnerie avait cessé. Il ne restait qu'un seul message sur ma messagerie. Pas une voix, juste un bruit. On frappe. 4 temps lents. Encore et encore. Je n'ai pas dormi depuis. Elle est partout maintenant. Mon écran, le miroir de ma salle de bain. Même les images de sécurité granuleuses de mon immeuble. Toujours souriantes. Toujours plus proches. Et je comprends enfin ce que Alvorson voulait dire. Elle ne vous hante pas. Elle vous enregistre. Chaque respiration. Chaque tremblement. Chaque regard par-dessus votre épaule. Vous ne mourrez pas quand elle vous trouve. Vous faites partie de sa collection. Et personne ne se souviendra de vous. Seulement ce qu'elle leur montre. Ceci est ma confession. Non pas pour me purifier, ne pas être cru, mais pour vous avertir. Parce que je sais maintenant, il n'a jamais été question de Jane Doe. Pas vraiment. Elle n'était que le point d'entrée. La première à être vue. La graine. Les archives. Elles grandissent. Et dès que j'ai vu ce premier scan, que je l'ai vraiment vu, j'en suis devenu partie prenante. Hier soir, je suis retourné à la morgue. Il le fallait. Quelque chose m'a tiré. Une pression derrière les yeux. Une voix juste sous le silence. Ce n'était plus de la curiosité. C'était un commandement. J'ai arpenté les couloirs comme si je n'étais pas à ma place. Et peut-être que non. Des portes qui auraient dû être verrouillées étaient grandes ouvertes. Des lumières clignotaient à mon passage. Et puis je l'ai entendu à nouveau. On a frappé. 4 battements. Une pause. 4 battements. Ce n'était pas à l'intérieur des murs cette fois.